je pense que c'est revenu. Donc oui, je dis des treillis, savoir déjà reconnaître une structure de type treillis, et ensuite de réaliser des calculs mécaniques dessus qui peuvent ensuite servir à faire du dimensionnement. Alors, alors sur cette première diapo, on a plusieurs exemples de structures qu'on va appeler treillis. Donc les structures que je vous ai mises sur cette diapo, ben, on constate qu'on a sur la gauche ici, je vais mettre un petit pointeur. Donc sur la gauche ici, on a des structures de type bois. Donc ici en l'occurrence une poutre, ici un réseau de poutres avec des poutres qui se croisent un petit peu dans tous les sens. Ici on a des éléments plus courants, comme donc là en l'occurrence c'est une charpente de type charpente industrielle, fermeté industrielle. Et puis j'ai mis aussi des diapositives donc, où on a des structures métalliques, de structures plus ou moins emblématiques, existantes ou plus existantes. Donc ici, ça c'est un hangar à aéronef donc, qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis cette structure-là sur la droite, j'ai pas besoin de la présenter, on la connaît tous, donc la tour Eiffel. Alors pourquoi j'ai commencé par ces deux matériaux-là? Puisqu'en fait on va se rendre compte que les structures treillis sont essentiellement utilisées en construction bois et en construction métallique, très peu en béton armé ou en béton précontraint. Et puis ça s'explique par différentes raisons historiques, on va dire. Donc pour les constructions bois, donc c'est un type de construction en particulier pour les charpentes qui sont très anciennes. Et puis la structure treillis s'est très rapidement imposée comme une structure efficace, résistante, rigide. On n'a pas eu besoin de méthodes de déplacement ou méthodes des éléments finis pour le comprendre. Et on va dire assez empiriquement par l'expérience, ce sont des structures sur lesquelles l'homme est arrivé très vite à avoir le consensus pour se dire il faut construire avec des structures de type treillis si on veut réussir à franchir des portées, à avoir des charpentes solides, à avoir des choses résistantes, donc plutôt basé sur l'empirisme. Et puis les constructions métalliques, ça s'est aussi imposé à cause du poids de l'acier qui rendait son utilisation très compliquée dans la construction. Donc l'acier utilisé dans la construction, il faut remettre ça un petit peu dans le contexte. On se trouve au 18e, 19e siècle. On a un acier, donc on découvre un matériau, on redécouvre un matériau qui peut être très résistant et très rigide, mais qui présente le désavantage de sa masse volumique et donc de son poids. Et donc il a fallu l'accompagnement du développement de l'acier a dû se faire en même temps que le développement, que la découverte de nouvelles structures. Et donc là, les structures treillis ont permis d'alléger énormément les structures et ont permis d'accompagner le développement de l'acier. Alors, en grande partie dans les pays anglo-saxons, voilà, on leur doit une grande partie de la révolution industrielle et du développement de l'acier. Donc Angleterre, puis les premiers colons aux États-Unis. On trouve des structures très anciennes, les premiers gratte-ciel par exemple donc dans les États du Nord, donc à Chicago, un exemple assez frappant. On a commencé à pouvoir faire des structures uniquement en acier, et la structure treillis a permis le développement de ces structures en acier puisqu'elles ont permis d'alléger la structure. Puisqu'on va le voir par la suite, ce sont des structures qui présentent un excellent rapport, on va dire, performance mécanique par rapport au poids. Voilà. Donc en France, on est arrivé peut-être un peu plus tard que les anglo-saxons sur les constructions métalliques, puisqu'on avait encore une grande culture de la construction bois ou de la construction plus traditionnelle en pierre. Mais bon, nous aussi, on a réussi à optimiser un petit peu tout ça, et puis en grande partie avec alors Gustave Eiffel en figure de proue, mais bien d'autres ingénieurs qui ont pu, au cours du 19e siècle, permettre l'utilisation de l'acier, en particulier en France, dans les ouvrages d'art. Donc, ce qu'on va énormément trouver en France, c'est des ouvrages d'art en acier qui ont aussi accompagné le développement ferroviaire. Donc il a fallu construire énormément de ponts, de franchissements. Et puis, donc à l'époque, on ne savait pas encore faire de grands franchissements en béton armé. Par contre, en acier, ça s'est assez vite imposé. Et donc, on a des viaducs, on a des ponts assez célèbres en France qui sont encore debout aujourd'hui. Certains sont encore utilisés en construction métallique. Donc voilà, donc la structure treillis,
Si on doit essayer de résumer un petit peu, donc c'est un type de structure, un type de mise en œuvre de structure, on va voir sur quel principe c'est basé, qui permet d'avoir une très bonne performance mécanique en essayant à la fois de minimiser le poids de la structure, si on veut la comparer par exemple à des pièces plus massives, comme par exemple des pièces en béton armé. Alors, vous l'avez peut-être observé sur la figure précédente, si on, si on regarde un petit peu, si on essaie de trouver un point commun à toute cette structure, il y a quelque chose qui normalement doit sauter aux yeux assez rapidement, c'est qu'il y a une figure géométrique de prédilection. Donc je la trace par exemple ici, on retrouve ici une cellule en forme de triangle, et puis à côté aussi une figure en forme de triangle. Si je regarde la structure en dessous, j'ai aussi un triangle ici. Sur la fermette, c'est également le cas. Et puis sur la tour Eiffel, alors il faudrait zoomer un petit peu, mais si vous regardez de plus près, ou si vous avez l'occasion d'accéder de plus proche à la tour Eiffel, ben vous verrez que c'est tout ça des figures géométriques et en grande partie des figures de triangle. Alors le triangle, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu besoin d'attendre des logiciels de calcul ou les grandes théories de la mécanique pour comprendre que ça pouvait être efficace. Hein. C'est aussi basé sur l'empirisme. Donc le principe, le problème de départ, c'est un problème de franchissement. On veut aller d'un point ici à un deuxième point qui se trouve là. Donc ce franchissement, ça peut être tout simplement un plancher, hein, deux poteaux, et puis il faut que je les relie par une poutre pour faire porter un plancher. On peut imaginer que ça peut être aussi un pont pour franchir une vallée, tout plein de choses. Donc évidemment, sur cette poutre, sur cette portée, il y a des charges qui vont s'appliquer, et on va avoir une flexion de la poutre, et donc un risque de rupture si on dépasse les contraintes normales ou tangentielles dans la structure. Donc l'idée, la première idée qu'on peut se dire, c'est ben, je vais rajouter un appui au milieu, comme ça je diminue la flexion de ma poutre. Mais rajouter un appui au milieu, ça veut dire dans le cas d'un bâtiment, par exemple, rajouter un poteau. Et rajouter un poteau, ben, c'est un peu embêtant si, par exemple, le poteau se trouve au milieu d'un salon ou d'une chambre ou d'une salle de cours. Et puis si on est en plein milieu d'une vallée, ça va pas être très facile d'aller rajouter une pile sur le pont. Donc on s'est commencé à réfléchir, tiens, comment je pourrais faire pour, sans mobiliser un appui de plus, et sans non plus avoir des sections de poutres inimaginables à mettre en œuvre, comment réfléchir à essayer de travailler un petit peu sur la rigidité de l'ensemble de ma structure. Et donc ici, on voit très rapidement que la figure 3, tout simplement en rajoutant deux barres ici et puis une troisième barre au milieu, et en formant, une fois de plus, en formant des triangles, eh bien cette structure-là est beaucoup plus rigide que la figure 1. Alors ok, on a rajouté des barres, c'est-à-dire que ça nous coûte du matériau en plus, ça va nous engendrer aussi de la mise en œuvre supplémentaire, parce que qui dit rajout de barres dit assemblage en plus, mais malgré tout, c'est une bonne solution pour améliorer la rigidité. Alors c'est pas une solution unique, hein, on peut imaginer faire bien d'autres solutions, essayer d'optimiser un petit peu plus en rajoutant à chaque fois le nombre de barres, mais ce qu'on observe sur la figure 4 et la figure 5, c'est que tout le temps, on essaye de répéter des séries de triangles. Donc le principe de triangulation. Cette réflexion sur les poutres ou sur les ouvrages d'art, donc sur les problèmes de franchissement, c'est exactement le même souci qui peut se rencontrer en charpente. En charpente, on a d'importantes charges verticales à reprendre, euh, des charges de neige, des charges de vent, le poids de la couverture, etc. Et puis, ben, les charpentes, c'est quelque chose dont on a besoin, enfin, qui a tout le temps existé dans la construction, donc il a fallu trouver un moyen assez simple de réaliser des charpentes sans non plus mobiliser des troncs entiers pour venir réaliser de trop grosses pièces de bois. Et donc on a, grâce au principe de triangulation, réglé un petit peu le problème. Donc on voit ici la figure 1, on pourrait imaginer faire une charpente comme la figure 1, les flèches représentent des charges. Évidemment, cette figure-là, cette structure-là serait très déformable. Pourquoi? Parce qu'on aurait une flexion de la pièce, de cette pièce-là, de la pièce inférieure qu'on appelle l'entrée dans une charpente. Alors on peut se dire, ben tiens, pour mieux répartir les charges, je vais mettre des petits potelets
sous l'application de mes charges. Ça peut être les pannes par exemple. Mais avec cette solution-là, on va encore avoir une flexion trop importante de la pièce intermédiaire de l'entrée. La solution ici, c'est plutôt que de rajouter des pièces verticales, de mettre des potelets. Mettons ici des pièces inclinées, donc ce qu'on appelle des contrefiches. Et cette figure-là, donc c'est ce qu'on peut trouver le plus classiquement dans les charpentes, est une structure de type treillis composée de triangles très efficace d'un point de vue mécanique. La figure 4 et la figure 5 sont là pour démontrer qu'il faut quand même faire attention, puisque ici on a a priori une structure formée de triangles, mais les triangles ils sont mal placés par rapport à mes efforts. Donc si à cet endroit-là j'ai un effort vertical qui s'applique, c'est dans la philosophie des structures treillis, c'est quasiment interdit d'avoir un effort ici qui s'applique en plein milieu d'une barre, sans qu'il y ait un nœud et une autre barre qui reprennent cet effort-là. On reviendra sur les notions de nœud et de barre un peu plus tard. Donc la figure 4 et la figure 5, c'est la même chose. Ici, j'ai réglé le problème de reprise de mon effort. J'ai bien mis une barre. Par contre, le problème va se poser à cet endroit-là, ici, où j'ai les barres qui ne sont pas rejointes, qui ne se rejoignent pas au même point. Ça risque de poser un petit problème. La figure 6 est un exemple d'une figure qui doit très très bien se comporter d'un point de vue de la flexion. Des triangles, des barres sous chaque effort, et puis des barres qui se rejoignent toutes au même point, qui sont concurrentes. Alors si on fait un petit mix des deux, entre les poutres et les charpentes, on peut aussi trouver les portiques, c'est exactement la même idée, donc sur des hangars industriels, donc sur des bâtiments industriels où on pourrait imaginer de grandes portées entre le mur, entre un long pan et puis le long pan opposé du bâtiment. On peut être amené à, pourquoi pas, proposer des structures treillis, métalliques ou pourquoi pas en bois, pour essayer d'avoir des structures le plus rigides possible. Alors, les structures treillis, évidemment, donc je vous montre d'autres exemples, mais surtout pour vous montrer qu'elles ne se rencontrent pas uniquement dans le génie civil. Alors, on parlait tout à l'heure de ponts et de ferroviaire. Donc là, vous avez un exemple ici, ben, c'est la passerelle Saint-Jean à Bordeaux, mais ce type de passerelle, il y en a dans beaucoup de villes en France. Donc c'est des passerelles qui avaient été conçues par Gustave Eiffel. Donc on voit ici qu'on a des structures en acier et qui pourtant, malgré la portée et les charges qu'elles ont à reprendre, se sont comportées et se comportent encore relativement bien. L'avantage des structures treillis, donc on l'a dit, c'est aussi d'être relativement légère. Ici, une grue, comme c'est des éléments qui sont démontés et transportés tout le temps, mais on voit l'avantage d'avoir ici une structure relativement légère par rapport au transport. On peut la démonter, on peut la réassembler sur site et on peut transporter des éléments modulaires relativement légers. Et une fois assemblés, ça fait une structure relativement légère. Et puis aussi un avantage d'une structure treillis, c'est comme c'est une structure creuse, ici dans ce cas de la grue, elle va ouvrir une faible prise au vent par rapport à des éléments qui seraient eux fermés. Alors évidemment, donc je disais pas que dans le génie civil ici, donc dans tout ce qui est domaine automobile, aéronautique, etc. On a besoin à la fois d'avoir des structures très résistantes et surtout très rigides. On peut en particulier ici penser au cadre d'une moto. On n'a évidemment pas envie qu'il se déforme pendant les accélérations, les décélérations ou pendant les virages, mais on a aussi envie qu'il soit relativement léger. Donc on fait appel à un matériau rigide comme l'acier et puis on vient essayer de l'optimiser par, toujours pareil, un système de triangulation. Et puis ici c'est un exemple de petit avion tubulaire où on a aussi une structure tri. D'autres exemples que vous connaissez forcément, donc les pylônes électriques. Les pylônes électriques sont soumis à de très importantes charges qui sont le poids des conducteurs électriques qui supportent, avec des portées qui sont très élevées et des hauteurs qui sont très importantes. Ici, l'avantage d'utiliser les structures treillis, c'est qu'on a des structures donc, qui sont relativement légères, faciles entre guillemets à mettre en place, à entretenir, et qui offrent une prise au vent relativement modérée. Alors, je vous ai parlé que de bois et d'acier. Il est vrai que la technologie béton armé ou béton précontraint, alors,
peut-être c'est pour des raisons de culture technique, des raisons historiques, etc. Bon, ne se passe très bien du principe de triangulation et du principe de structure treillis. J'ai trouvé un exemple ici, donc, qui est un pont à Paris, c'est le pont Lafayette. Et donc ici, on est venu recréer une poutre treillis, mais cette fois-ci complètement en béton armé. Donc il faut aussi s'imaginer que mettre en œuvre une structure treillis en béton, ben, ça sous-entend des assemblages qui sont peut-être plus compliqués à réaliser qu'en bois ou en métal, ou alors tout couler en un coup, c'est évidemment plus compliqué quand il s'agit de béton. Donc bon, c'est surtout des structures qu'on va retrouver en bois et en métal. Un autre exemple, quelque chose que vous devez sûrement aussi connaître, donc c'est toutes les structures dites de contreventement. Donc ce sont des structures qui n'ont pas pour but de reprendre les charges verticales qui s'appliquent sur un bâtiment, mais qui sont là pour assurer la stabilité horizontale d'un bâtiment, et en particulier face au vent. C'est pour ça qu'on appelle ça le contreventement. Et un contreventement, classiquement, dans un bâtiment, surtout un bâtiment industriel, qui est par définition très peu stable au vent, c'est un château de cartes. Donc ici, on a un élément qui se trouve dans la couverture qui s'appelle la poutre au vent, et puis ici, on a un élément qui travaille de concert avec la poutre au vent, qu'on appelle une palier de stabilité. Et on voit ici donc qu'on a des structures, une fois de plus, constituées de triangles. Voilà, ici, un triangle sur la poutre au vent, un triangle sur la palier de stabilité. Ce sont également des structures treillis. Donc ces contreventements souvent vont se modéliser et vont se calculer comme des structures treillis, avec une figure, alors ça je le note, on peut le noter au passage, une figure géométrique qu'on va rencontrer très souvent dans la construction, donc qui est cette fameuse croix ici qu'on appelle la croix de Saint-André. Mais la croix de Saint-André, elle a l'avantage de, quand elle se croise, de former plusieurs triangles. Et donc une fois de plus, d'assurer une rigidité à la structure. Et aussi une légèreté. Alors d'autres exemples, hein, pour finir sur les généralités. Ici, c'est des ponts donc, qu'on peut rencontrer dans la littérature. Ce sont encore des systèmes qui sont aussi appliqués de nos jours, hein, pour réaliser des passerelles, pour réaliser des ouvrages d'art. Alors, en fonction de la disposition des pièces, ils peuvent porter des noms différents. Bon, ça, c'est juste pour info. Et puis, on a des types de fermes également, donc pour réaliser des charpentes, qui peuvent aussi prendre des noms différents suivant leur modèle mécanique. Voilà. Donc ce qu'on voit sous nos yeux là, c'est exactement le modèle mécanique d'une fermette industrielle, par exemple, de charpente. Alors, voilà pour les généralités un petit peu sur les structures treillis, pour être capable un petit peu de les identifier. Euh, alors le but du jeu, ça va être lors de cette première séance de présenter un petit peu le cadre de calcul de ces structures-là. Alors quand j'entends calcul, c'est évidemment calcul mécanique, c'est d'être capable de déterminer dans un premier temps les sollicitations, donc les efforts internes dans une structure de type treillis. Alors on verra par la suite que c'est très simple parce qu'on va en laisser beaucoup de côté et on va en récupérer qu'une, on va travailler sur qu'un effort interne, c'est un gros avantage pour les structures treillis. Et puis on essaiera aussi de travailler sur le calcul des déplacements parce que ce sont des structures qui sont ok rigides mais qui ne sont pas non plus indéformables. Il ne faut pas oublier que ici, ce sont des matériaux, bois, métal, des matériaux qui se déforment comme tous les autres matériaux, et donc à l'échelle de la structure, ça va se déformer. La tour Eiffel, un pont en structure treillis, une charpente en bois, tout se déforme, et donc on peut être amené à calculer des déformations, des déplacements de structure, c'est ce qu'on essaiera de faire un peu en deuxième partie. Alors pour pouvoir faire ces calculs et présenter le cadre un petit peu général, il faut dans un premier temps donner quelques définitions. Alors déjà, une première notion très importante, c'est qu'on ne travaillera que sur des treillis plans. Donc voilà, ici dans la définition, donc treillis plans, c'est-à-dire qu'on ne travaillera qu'en deux dimensions. Beaucoup de structures sont des treillis en trois dimensions. Nous, on ne travaillera qu'en deux dimensions. Alors pourquoi? Parce que la plupart du temps, la modélisation, comme par exemple une ferme de toiture, ben, ça suffit de le faire en deux dimensions. On ne va pas modéliser la charpente entière, on travaillera ferme par ferme, on raisonnera en ferme courante. Et puis, si on veut faire un calcul à la main, c'est quand même beaucoup plus évident de le faire en 2D.
Sur du calcul 3D, on passera très vite à l'utilisation de logiciels. Mais si on a compris la philosophie de la structure triée en 2D, il n'y a aucun souci pour la comprendre en 3D. Donc, une structure treillis, c'est une structure donc, formée essentiellement de barres. Donc, les barres vont être ici avec la flèche rouge. Ça va être toutes les barres qui vont constituer un treillis. Elles sont assemblées les unes aux autres, ces barres, en des points de rencontre qu'on appellera les nœuds. Donc, les nœuds, ce sont tous ces points sur la structure ici que l'on voit représentés par les petits ronds. Voilà. Donc les nœuds, ce sont les points de rencontre des barres, et on verra justement qu'on ne fait pas n'importe quoi au niveau de ces nœuds. Donc ces treillis, je lis le document, ces treillis, appelés aussi triangulation en structure réticulée, vous pouvez aussi trouver les deux termes, sont souvent réalisés en acier, en aluminium ou en bois. Leur principal avantage est la légèreté. Voilà, etc. Donc après le reste, c'est des choses qu'on a déjà, dont on a déjà parlé. Alors c'est vrai qu'on n'a pas, j'ai pas encore, je vous ai pas parlé de désavantages, hein, c'est une structure qui n'a pas que des qualités. Évidemment, au niveau du désavantage de ces structures, c'est qu'on va avoir besoin d'un nombre très conséquent de barres. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave, hein. Si on pense par exemple à des pièces en bois ou des pièces en métal, ben, c'est uniquement de la découpe. Découper une poutrelle métallique ou découper une poutre en bois, c'est pas complexe, c'est pas ça qui va alourdir l'enveloppe économique de la structure. En revanche, on a dit que toutes ces barres étaient réunies au niveau de nœuds. Donc un nœud, c'est un petit rond sur un modèle mécanique, c'est très facile à faire, mais dans la réalité, ce nœud-là, c'est un assemblage. Donc on va en parler un petit peu par la suite, mais ça veut dire que sur une structure treillis, je vais avoir beaucoup d'assemblages réalisés. Et donc, une structure qui, par exemple, est difficilement réalisable sur site ou qui va nécessiter d'être réalisée en atelier, donc il va falloir réfléchir un petit peu au transport, à la mise en œuvre, et puis ça va prendre du temps. Voilà. Donc c'est pas comme si on lançait une poutre en béton préfabriqué, où on la lève et puis on la pose sur deux appuis. Non, ici il va falloir prendre en compte un petit peu tout le temps passé aux assemblages. Voilà. Un autre inconvénient, je peux aussi le souligner, on a dit que c'était des structures qui sont légères. Pourquoi? Parce on va avoir des structures finalement constituées de barres à faible section. La triangulation permet de diminuer la taille des barres, la taille de la section des barres. Mais en diminuant la taille de la section des barres, je diminue également leur résistance à plusieurs choses. En particulier, pour tout ce qui est barres comprimées, on va augmenter le risque de flambement. Voilà, on a une instabilité de type flambement dans toutes les barres qui vont être comprimées, puisqu'on a réduit la taille de leur section. Autrement dit, on a augmenté leur élancement. Alors, je ne pense pas qu'on aura le temps de faire un calcul de flambement dans ce module-là, mais quand on fera un premier calcul, on fera attention aux barres qui sont comprimées. Comme on réduit également leur section, on réduit également leur résistance au feu. Donc par exemple, si je compare une charpente traditionnelle avec des grosses sections de bois, si je la compare à une fermette industrielle où il y a plus de barres mais de plus faibles sections, évidemment la propagation, le développement, la propagation du feu va être plus risqué dans le cas de faibles sections. Donc attention quand même de garder en tête les quelques désavantages des structures tri. Donc ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est les barres, une structure treillis composée de barres placées en triangulation et assemblées en des points concurrents qu'on appelle des nœuds. Alors justement, donc, au niveau de chaque nœud, on a des assemblages. Je vous en ai mis quelques exemples ici. Alors, ce sont des schémas de principe, hein. Ici, donc, on peut avoir un assemblage, tout simplement une articulation réalisée entre trois barres qui sont a priori des sections circulaires en acier ou en aluminium. On peut aussi avoir, ça c'est quelque chose qu'on trouvera très classiquement sur les structures métalliques de type treillis, donc des barres qui sont généralement des cornières qui sont assemblées entre elles par l'intermédiaire d'une plaque métallique, d'un plat métallique. Ensuite, donc toujours au niveau de la construction métallique, on peut imaginer venir souder les pièces métalliques entre elles, donc toujours assemblées au niveau d'un point concurrent qu'on va appeler un nœud. Donc ici, c'est très classique de poutrelles, de poutres treillis métalliques où on voit qu'elles sont soudées.
Pour les plaques en bois, pour les structures en bois, on peut imaginer tout type d'assemblage par boulonnage, vissage, etc. Ou ici par assemblage par plaque métallique. Ici, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc on a une nouvelle fois devant les yeux une charpente industrielle, donc constituée de fermettes industrielles. Et on voit donc ici les nœuds, les fameux nœuds. Donc ce sont des liaisons de barres de bois qui sont réalisées par du clouage de pièces métalliques. Voilà. Donc des connecteurs métalliques qui sont pressés en atelier au niveau des barres. Alors, avant de parler de calcul, on a encore quelques petites hypothèses à respecter. En particulier, donc, tous ces nœuds dont on a parlé, tous ces assemblages, on va les considérer comme étant des articulations parfaites. C'est-à-dire que dans une structure treillis, il ne faut pas trop bloquer les barres entre elles. Il ne faut pas chercher à les encastrer à tout prix. Donc généralement, sur les structures treillis, on a des assemblages qui sont relativement simples, et volontairement relativement simples. On ne va pas chercher à encastrer à tout prix deux barres métalliques, par exemple, en venant les souder, puis en rajoutant des plaques métalliques de part et d'autre, en boulonnant, etc. On va essayer à chaque fois de se rapprocher de l'assemblage le plus simple possible. Évidemment, il va falloir qu'il tienne cet assemblage, mais le plus simple possible, de façon à ce que les barres, on puisse les considérer comme étant articulées les unes avec les autres. Alors évidemment, dans la réalité, ça ne sera jamais le cas. Dans la réalité d'une structure, un assemblage sera toujours entre une articulation et un encastrement. Un encastrement parfait n'existe pas, une articulation parfaite n'existe pas. Nous, dans les structures treillis, on fera tout le temps l'hypothèse que le nœud est une articulation parfaite. D'où le symbole du petit cercle en mécanique, quand on dessine un petit cercle, donc ça sous-entend que la rotation est possible, on a un degré de liberté en rotation, et donc on n'aura pas de transmission de tout ce qui est moment, etc. Les axes des barres sont parfaitement concurrents, donc ça veut dire ça, si je fais un petit schéma juste à côté, ça veut dire par exemple que c'est quelque chose qu'on avait vu au départ, voilà, ça c'est on a un assemblage de 3 barres. Ces 3 barres sont concurrentes en un point, donc ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, j'ai une autre barre qui arrive à cet endroit-là. Voilà. Donc ça c'est pas une hypothèse qu'on veut. C'est pas quelque chose qu'on va rechercher dans une structure. Ou en tout cas, alors c'est pas que c'est interdit de le faire. Vous pouvez très bien être amené à le faire pour une raison architecturale ou autre. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez plus calculer votre structure comme une structure treillis. Donc une structure treillis, tous les nœuds, toutes les barres sont concurrentes, c'est-à-dire que la même structure, ici, toutes les barres arrivent au niveau du même nœud. Alors les charges, on en a aussi parlé un petit peu, les charges sont supposées agir exclusivement au nœud. Donc déjà, ça veut dire, pour qu'une charge ne puisse s'appliquer qu'au niveau d'un nœud, ça sous-entend que j'ai uniquement une charge ponctuelle. Alors, je vais essayer de... Voilà. Donc, si j'ai une structure treillis quelconque, de type, on va faire une petite ferme comme ça, voilà, donc avec des barres, des nœuds, tout est concurrent. Je ne veux pas voir sur une structure treillis une charge qui s'applique en dehors d'un nœud. Une fois de plus, c'est pas interdit, rien ne m'interdit d'avoir ce schéma mécanique là, mais si c'est le cas, je ne peux pas calculer ma structure avec le cadre général des structures treillis. Ici, ça marche. Ça marche pas. L'autre conséquence du fait d'avoir la possibilité d'avoir que des charges ponctuelles qui s'appliquent au nœud, c'est que je ne peux pas avoir une charge répartie qui s'applique comme ça sur une structure treillis. Ça, je peux pas. Une fois de plus, pas que c'est interdit, mais je ne peux pas faire un calcul treillis si j'ai ce genre d'éléments. Alors déjà, ça sous-entend que, vu que je ne peux pas mettre de charge répartie, ça veut dire que le poids propre, il est négligé dans le calcul d'une structure treillis. Voilà. Alors ça, par l'expérience, par l'utilisation des structures treillis, c'est relativement acceptable, puisque justement on a des structures qui sont relativement légères par rapport aux charges qui lui sont appliquées. Si on a, si cette structure, par exemple, c'est pas
c'est pas une ferme de toit, mais c'est un pont SNCF et puis que je dois faire passer un train par-dessus. Le train, évidemment, qu'à un moment donné, il va se placer sur une barre ici. Donc il faudra que je sois malin pour venir mettre une structure intermédiaire, des platelages par exemple, un platelage qui ensuite viendront à chaque fois ramener les efforts au niveau des nœuds. Donc dans la conception des structures treillis, on fait en sorte d'avoir les charges qui s'acheminent le plus possible vers les nœuds. Alors je reviens au cours. Hop. Alors non, ça marche plus. Non plus. Non plus, non plus, c'est pas ça. Excusez-moi. Ok. Alors, si on respecte toutes ces hypothèses, donc à savoir une structure basée sur la triangulation, des barres qui sont concurrentes, des nœuds qui sont des articulations, et des charges qui sont appliquées au niveau des nœuds, alors on peut valider et on peut calculer notre structure en mode treillis. L'hypothèse principale qui découle, la conséquence principale du fait de calculer une structure en type treillis, c'est qu'on a uniquement des efforts axiaux de traction ou de compression dans notre structure. Donc ça, c'est une conséquence majeure et très importante pour le calcul. C'est que moment fléchissant dans une structure treillis égale à 0, effort tranchant dans une structure treillis égale à 0. La seule chose qu'on a, la seule chose qui résulte, on pourrait le montrer, mais c'est pas le plus intéressant, c'est donc qu'on va avoir un effort normal différent de 0 dans notre structure. Et un n, un effort normal, par barre. Donc du fait de la triangulation, du fait du fonctionnement en structure treillis, on a des structures constituées de barres tendues et ou comprimées, mais jamais fléchies. Donc une structure treillis vue dans sa globalité, on aura l'impression qu'elle fléchit. Imaginons un pont très très long avec une structure treillis métallique. Évidemment, quand un convoi va passer dessus ou un train va passer dessus, si on se met de loin, on va voir le pont qui fléchit. Donc une structure, une fois de plus treillis, c'est une structure déformable. Elle va se déformer. Mais au niveau des barres, si on rentre à l'échelle de la barre ne sera pas fléchie. Une barre sera soit comprimée, c'est-à-dire un effort normal négatif, soit tendue, c'est-à-dire un effort normal positif. Donc ça, c'est une conséquence majeure et qui va simplifier énormément les calculs. Donc déjà, d'un point de vue du calcul, on n'a pas de moment fléchissant, on n'a pas d'effort tranchant à trouver, on va avoir juste un effort normal à trouver dans les barres. Et en termes de dimensionnement derrière, ben, dimensionnement à l'effort normal, c'est beaucoup plus facile à réaliser qu'un dimensionnement au moment fléchissant ou à l'effort tranchant. Donc on verra que c'est ce qu'on va voir, hein, c'est qu'au niveau du calcul, ça va pas être très compliqué. On enchaîne sur les critères d'isostaticité. Alors pour faire ça, on va essayer on va le reformuler en direct. Alors, si je prends une structure treillis quelconque, on va faire une structure treillis quelconque. Voilà. On fait relativement simple pour l'exemple, mais c'est applicable ensuite à tout ce qu'on veut. Alors, cette structure treillis, elle est composée de 1, 2, 3, 4 et 5 barres. Donc ça, ce sont les barres. Elle est constituée également de 1,
2, 3 et 4 nœuds. Alors, cette structure-là, elle n'est pas dans le vide, elle n'est pas en lévitation, elle ne flotte pas, elle n'est pas posée par terre, elle est posée sur un support. Si c'est une charpente, elle va être posée sur des murs, sur des poteaux, etc. Donc, forcément, cette structure-là, comme toute structure mécanique, elle a des appuis extérieurs. Alors, considérons par exemple ici un appui extérieur de type articulation. Donc ça, c'est une articulation extérieure. Et puis, peut-être à ce point-là, c'est un appui simple. Okay, donc on utilise dans le modèle treillis, on va utiliser exactement les mêmes symboles pour les appuis extérieurs. Donc voilà un appui, une structure treillis de type ferme sur deux appuis. Les barres sont concurrentes, les nœuds sont au niveau des jonctions, etc. Le chargement, j'en parle pas parce que l'isostaticité est indépendante du chargement. Alors, l'isostaticité d'un treillis, ça va dépendre du nombre d'inconnus qu'on cherche. Et du nombre d'équations qu'on va avoir à disposition pour résoudre un petit peu tout ça. Okay. Alors, le nombre d'inconnus, on va commencer par l'isostaticité externe, puisque vous allez voir que ça ressemble, que c'est exactement la même chose que pour n'importe quel type de structure, type structure à poutre, structure portique, structure à barre, tel que vous avez vu dans les précédents modules. Le degré d'hyperstaticité externe se déclare de la même façon. Donc dans un premier temps, on peut par exemple compter le nombre de réactions d'appui que l'on ne connaît pas. Donc ça, on va l'appeler grand R, les réactions d'appui. Ici, mon articulation, je sais que comme elle bloque le déplacement suivant deux directions, je vais avoir une réaction d'appui verticale, une réaction d'appui horizontale. Au départ du problème, je ne les connais pas. Donc ici, déjà au niveau du nœud 1, je vais avoir deux inconnus qui sont les réactions d'appui de mon articulation. Ici, j'ai un appui simple. Lui, l'appui simple ne me bloque le déplacement que vertical. Et donc, j'ai une réaction d'appui verticale. Pareil, au départ, je ne la connais pas. Donc, au niveau des réactions d'appui, j'ai trois inconnus pour cette structure-là. Et puis, pour trouver ces réactions d'appui, on va utiliser tout simplement les équations du PFS, donc du principe fondamental de la statique. Évidemment, ici, on travaille en deux dimensions. Donc en deux dimensions, le nombre d'inconnus que nous aurons à disposition, c'est toujours 3. Une équation d'équilibre suivant, on va mettre un petit repère, suivant x, une équation d'équilibre suivant y, et une équation d'équilibre en rotation au niveau du point que l'on souhaite. Donc ici, dans notre exemple, on voit qu'on a un degré d'hyperstaticité externe qui vaut R moins 3, donc le nombre d'inconnus R moins le nombre d'équations 3, qui est égal à 0. Donc ici, on va tout simplement conclure que DH extérieur égale à 0. Donc c'est ce qu'on appelle une structure qui est isostatique externe. Donc exactement le même principe que pour une structure à barre, une structure de type poutre, portique, c'est la même chose. Là où c'est différent, c'est pour déterminer le degré d'hyperstaticité totale, puisque le degré d'hyperstaticité interne ne se calcule pas de la même façon. Donc pour calculer le degré d'hyperstaticité interne, totale, on va essayer de raisonner donc maintenant cette fois-ci, non pas qu'au niveau des réactions d'appui, mais au niveau de la globalité de notre section. Alors je ne sais pas si je peux copier. Je ne suis pas très familier de l'outil là, donc je ne sais pas si je peux copier ça pour le remettre sur une autre page. Non, j'aurais voulu reprendre la même structure, mais peu importe. Donc je vais effacer ce qui est en dessous parce que c'est pas très important et c'est déjà connu. Donc le degré d'hyperstaticité externe se calcule de la même façon que n'importe quelle structure. Voilà, il reste tout ça.
Alors, maintenant, d'un point de vue plus global, si je fais un bilan, de toutes les inconnues de mon problème au départ, d'un point de vue global. Donc, quelles sont-elles? On a dit, déjà, on a les réactions d'appui. On en a parlé précédemment. Si on revient à la diapo sur laquelle on a quitté le document, on disait que en structure treillis, le problème revient uniquement à un effort normal par barre. Ça veut dire que les efforts normaux, je ne les connais pas au départ. C'est justement ce que je vais chercher. Notre objectif principal, c'est de connaître les efforts normaux dans les barres. Et on a dit qu'on avait un effort normal par barre. Donc un effort normal par barre, ça veut dire que j'ai B inconnu avec B le nombre de barres. Okay. Ici, réaction d'appui, on l'a dit tout à l'heure, j'en ai 3. Donc 3 inconnus au départ au niveau des réactions d'appui. Plus, combien j'ai de barres? 1, 2, 3, 4, 5. 5 barres. Donc mon challenge, mon objectif au début de l'étude de cette structure treillis, c'est de trouver ces 8 inconnus. Il faut que je trouve ces 8 inconnus. Ok. Alors, pour trouver ces inconnus-là, je vais ouvrir une nouvelle diapositive et puis je reviendrai sur cette diapo-là. On peut utiliser, on a différents outils à notre disposition pour résoudre les structures treillis. Ce que nous, on va utiliser, c'est donc ce qu'on appelle la méthode des nœuds. Et en fait, tout simplement, on va dire que si la structure est en équilibre, ou plutôt pour que la structure soit en équilibre, parce que nous, en génie civil, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des structures qui soient en équilibre. C'est pas le cas de tout le monde. Un fabricant, quelqu'un qui va concevoir une pale d'éolienne ou une aile d'avion ou voilà, des choses comme ça, c'est plus de la mécanique statique, c'est de la mécanique dynamique. Nous, on veut que notre structure soit en équilibre. Donc, sinon, ça veut dire qu'il y a rupture, ça ne nous intéresse pas. Pour que la structure soit en équilibre, il faut, ou c'est équivalent, à dire que tous les nœuds doivent être nœuds en équilibre. Si un nœud de la structure n'est pas en équilibre, par exemple s'il tombe, si un nœud tombe, ça veut dire que toute la structure est en train de tomber. Si par contre tous les nœuds sont en équilibre, vu qu'ils maintiennent les barres, si tous les nœuds sont en équilibre, alors la structure est en équilibre. Donc nous, on va travailler sur l'équilibre des nœuds. Alors, l'équilibre des nœuds, ça veut dire qu'on va isoler les nœuds un par un, jusqu'à prouver l'équilibre de chaque nœud. Et si on isole un nœud, donc par exemple, j'isole un nœud quelconque, je reprends le symbole qu'on a utilisé depuis le début là, du petit cercle. Si j'isole un nœud, ça veut dire que je vais me poser la question, quelles sont les actions qui s'exercent sur ce nœud? Et sur un nœud, ce sont les barres qui vont venir exercer un effort sur les nœuds. On a dit tout à l'heure que les barres d'une structure treillis sont tendues ou comprimées. Ça veut dire que quelque chose tire ou comprime les barres. Ce sont les nœuds. Les nœuds tirent ou compriment les barres. Action-réaction. Si un nœud tire sur une barre, ça veut dire que la barre est aussi en train d'exercer un effort sur le nœud. Donc un nœud sera tout le temps le siège de plusieurs efforts qui seront les efforts dans les barres. Et on verra au niveau des conventions qu'on fera tout le temps sortir les efforts des nœuds dans les barres. Bon, peu importe. Pour l'instant, on écrit juste qu'on a des efforts qui vont s'appliquer au niveau des nœuds. Pour que ce nœud soit en équilibre, ça veut dire qu'il ne doit pas bouger en translation suivant Y, il ne doit pas bouger suivant X. La rotation, on ne l'écrit pas, puisque c'est une articulation parfaite. Donc comme c'est une articulation parfaite, ce nœud, il peut tourner, on lui donne la possibilité de tourner. Par contre, ce qu'on ne souhaite pas du tout, c'est, je ne veux pas que ce nœud, il se déplace vers la droite ou vers la gauche, et je ne veux pas que ce nœud, il se déplace vers le haut ou vers le bas. Je veux qu'il reste bien fixe au même endroit. Et évidemment, pour pouvoir assurer cet équilibre statique, il faut un équilibre des forces
il va falloir dire que toutes les forces qui s'appliquent suivant x sont nulles, et toutes les forces qui s'appliquent suivant y sont nulles également. Il va falloir prouver les deux en même temps. C'est un système d'équations. Donc ça, c'est la méthode des nœuds. Mais qu'est-ce qu'elle sous-entend, cette méthode des nœuds? C'est que à chaque fois, à chaque nœud, je vais avoir deux équations par nœud. Voilà. Si je reviens à la diapo précédente, donc ça, j'avais fait un premier bilan d'inconnus. Si je fais maintenant un bilan d'équations que je vais avoir à ma disposition, on a dit donc que je vais avoir deux équations par nœud. Donc le nombre d'équations va être 2 fois n, avec n le nombre de nœuds. Ici, 2 fois 4 nœuds, qui sont écrits en rouge, égale à 8. Le degré d'hyperstaticité totale d'une structure treillis va être égal au nombre d'inconnus moins le nombre d'équations. Ici, dans notre cas, 0. Donc, c'est un treillis qui est isostatique total. Donc, l'exemple du treillis qu'on a à l'écran, il est isostatique total, et je rappelle, isostatique externe, puisqu'on l'a trouvé précédemment. Donc voilà comment on détermine un degré d'hyperstaticité d'un treillis. Alors, tout ça, c'est très important. C'est important à connaître. Je vais le faire sur une nouvelle diapo. Puisque, donc, si on a dit DH externe égale à 0, plus, ou plutôt et DH total égale à 0, déjà ça me rassure, ça nous dit que le treillis il est a priori stable. On va voir quelques exemples après où c'est pas forcément, c'est pas des conditions, c'est des conditions nécessaires mais pas suffisantes. Par contre, ça si on a cette condition-là, ça veut dire qu'on peut faire le calcul entre guillemets assez facilement, assez à la main. Le fait que ça soit isostatique externe, ben, on peut utiliser tout simplement le principe fondamental de la statique, le PFS, pour trouver les réactions d'appui. Et puis, le fait que ce soit isostatique total, avec l'équilibre des nœuds, on va s'en sortir facilement. Donc, nous, là, sur ce module-là, on va faire en sorte à chaque fois, ou en tout cas, on vérifiera qu'on est bien dans ce cas-là. Les structures c'est un peu plus compliqué quand le degré d'hyperstaticité est supérieur à 0. Alors, par exemple, une structure. Alors, mais par exemple, je peux très bien prendre la structure précédente. Voilà, c'est la même structure, mais cette fois-ci, j'ai une articulation ici, une articulation ici et une articulation ici. Rien ne m'interdit de faire ce genre de structure-là. Donc, une ferme portée sur 3 poteaux. Je vois qu'ici, je vais avoir 6 inconnus extérieurs de réaction d'appui au départ. Donc ça veut dire que je vais avoir une structure qui est hyperstatique externe de degré 3. Donc là, avec le PFS, je ne vais pas y arriver. Donc là, il faudrait faire appel à ce que vous avez vu précédemment avec M. Morel, par exemple, donc la méthode de déplacement, ou peut-être la méthode des forces qui est un peu plus simple. Mais ici, donc un calcul un petit peu plus long. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si, comme toute structure, hein, si le degré d'hyperstaticité externe il est inférieur à 0, c'est quelque chose qui est instable. On va parler en mécanique d'un mécanisme, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas à nous, en génie civil. Au niveau du degré d'hyperstaticité totale, évidemment, plus on va avoir de barres dans nos structures treillis, et plus on va avoir une isostaticité totale importante. Par exemple ici, voilà un exemple de structure treillis. Alors ça, c'est pas une structure treillis au départ, hein, parce que j'ai pas de structure triangulaire. Alors je représenterai peut-être pas tout le temps les nœuds, on va pas faire trop de temps, c'est-à-dire qu'au bout, très vite, on considérera qu'on aura des articulations parfaites à tous les nœuds. Si je commence à rajouter des barres à ma structure, alors évidemment, la structure va être de plus en plus rigide, mais je vais augmenter mon degré d'hyperstaticité interne. Et donc là, une fois de plus, avec l'équilibre des nœuds, seul, on ne pourra pas s'en sortir, il faudra faire appel à d'autres méthodes
de calcul. Donc ça, je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir sur notre petit module. Alors, je reviens au cours. Donc sur le support de cours, vous trouverez un petit peu tout ce qu'on vient de dire, donc un peu synthétisé. Voilà, donc là c'est ce qu'on vient de dire. Alors, vous avez quelques exemples ici, quelques exemples de structure. Donc la première, on voit qu'on a deux inconnus extérieurs ici, une inconnue extérieure ici. Donc on a R qui est égal à 3. Le nombre de barres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 barres. Donc a priori, on a donc 14 inconnus. Pardon, excusez-moi, 16 inconnus. Donc 13 barres plus mes 3 efforts de réaction. Et si je compte mes nœuds, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, 8 fois 2, ça fait 16. Ici, il y a encore une erreur. 13 plus 3, ça fait pas 14, ça fait 16, voilà. Et donc ici, on voit bien qu'on a, dans cet exemple-là, on a autant d'inconnus que d'équations. Il est isostatique total et isostatique externe, puisqu'on a 3 efforts de réaction. Ok? Alors, les exemples, on va pas tous les faire un par un, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il faut faire attention à ce critère-là. Il y a quelques exemples ici qui sont parlants. Ici, voilà, donc ça par exemple, on fait attention. On a bien, sur cette structure-là, vous pouvez le vérifier, on a bien 2n égale à b plus r. Donc on se dit, ben, cool, on a une treillis qui est isostatique totale, je vais réussir à le calculer facilement. Mais si on fait bien attention, si on regarde bien, ici on a quoi comme problème? Un appui simple, un deuxième appui simple. Si j'applique un chargement horizontal à mon treillis, il n'est plus en équilibre, puisqu'il n'y a rien pour le bloquer. On s'en rend compte au niveau du calcul de l'hyperstaticité externe. Un effort de réaction, il m'en manque un pour que la structure soit stable. Donc attention à ce genre de structure. Ici également, on a a priori quelque chose qui semble cohérent, mais ce n'est pas une structure treillis, ça ne peut pas marcher, puisqu'ici, on a une figure géométrique à bannir dans les structures, qui est le rectangle ou le carré. Il manque ici des barres, au moins une, pour fermer et réaliser une triangulation. Donc attention avec cette formule d'isostaticité, ce n'est pas tout le temps aussi facile. Donc il faut quand même vérifier la stabilité d'ensemble de notre structure. Alors pour la méthode de résolution, donc, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs outils. On a même des outils qui sont... On peut résoudre uniquement graphiquement, on pourrait résoudre graphiquement avec du papier millimétré et une règle, on pourrait résoudre une structure treillis. Ça serait sympa à faire si on était en atelier ensemble dans une pièce et qu'on prenait le temps de le faire. On va utiliser nous des modèles un peu plus analytiques, enfin qu'on peut poser à la main. Mais vous verrez que ces modèles-là, ils sous-entendent de savoir faire deux choses, donc des additions et un petit peu de trigonométrie, donc pour savoir projeter des actions dans le plan. Donc il y a deux méthodes principales, donc l'équilibre des nœuds qui est celle qu'on va surtout utiliser, et puis peut-être qu'on dira deux trois mots si on a le temps, on essaiera d'appliquer sur une structure, donc la méthode de Ritter qui est aussi appelée méthode de coupure. Mais nous, on va, enfin, dans la suite du document, on utilisera plutôt l'équilibre des nœuds. Donc l'équilibre des nœuds, j'en ai parlé un petit peu. Voilà, ici vous avez ce qui va se passer. Donc c'est ce qu'on appliquera, la prochaine fois sur un petit exemple simple. L'idée c'est quoi? Donc ici j'ai une structure treillis composée de réactions d'appui et de chargement externe. Je vais dans un premier temps trouver mes réactions d'appui par un PFS, comme ça j'en parlerai plus. Comme ça déjà j'aurai des inconnus en moins sur mon problème.
Et après, je vais passer donc à l'équilibre des nœuds. Il va bien falloir que je commence par un nœud. On verra lequel, hein, on verra qu'il y a des stratégies. Je commence par isoler un nœud. Voilà, ça va être ma structure d'étude. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, on va avoir des efforts qui vont sortir du nœud, qui vont être les efforts dans les barres. Donc, les fameux efforts normaux que je cherche dans les barres. Et puis, on équilibre, on écrit, pardon, un équilibre suivant grand X, enfin suivant X. On voit ici que suivant X, j'ai uniquement NAB qui s'applique. Et bien, la conséquence directe, c'est que NAB est égal à 0, puisqu'il est tout seul. Et sur Y, on a NAE qui est positif, et puis RA négatif. Donc NAE moins RA égale à 0, donc NAE égale RA. Si RA est une réaction d'appui, trouvée précédemment avec le PFS, ben, déjà, on a trouvé NAE. Donc en écrivant l'équilibre d'un nœud, on a déjà trouvé l'effort normal dans cette barre-là et dans cette barre-là. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ensuite, on va passer au nœud suivant, par exemple le nœud E, et puis on va remettre tous les efforts. Donc là où je vous disais que la trigonométrie va intervenir, c'est que comme on est sur des structures treillis, ben, comme on est sur des triangles, évidemment, les efforts normaux, ils vont pas être tout le temps verticaux ou horizontaux. On a tout le temps des barres inclinées. Donc qui dit barre inclinée dit effort normal incliné, puisque les efforts normaux sont, on va dire, parallèles, collinéaires aux barres. Donc ici, quand je vais devoir considérer cet effort normal, si je veux faire un équilibre suivant X et suivant Y, ben je vais être obligé de faire une projection en utilisant des petits cosinus et des petits sinus, donc rien de plus facile si on se rappelle de nos formules de trigo. Et puis ensuite, tout ça, c'est de l'addition. Le but du jeu, c'est d'arriver à trouver l'effort normal dans chacune des barres. Une fois qu'on a l'effort normal dans chacune des barres, on pourra se poser des questions pour le dimensionnement.